ça y est, là, c'est la place que je voulais. Chers consoeurs, mesdames, messieurs, nous allons ouvrir cette séance consacrée essentiellement à la distribution des récompenses de l'Académie. Avant de commencer, je tiens à saluer la présence ici d'Académie, de représentants de l'Académie Consoeurs. Il y a M. Philippe Taquet qui est président de l'Académie des Sciences. Je suis très heureux qu'il soit là. Nous avons le président de l'Académie vétérinaire. Nous avons le président de l'Académie de pharmacie. Nous avons plusieurs chefs d'entreprise. Nous avons Madame Guillou qui est l'ancienne directrice de l'Hydra. Donc nous sommes entre gens très bien. Alors, je suis obligé de vous signaler un petit changement dans l'ordre du jour qui vous a été présenté, parce que, pour toutes sortes de raisons, il a été décidé que mon exposé serait fait à la fin de la séance, nous commencerons par le discours, par les discours d'invités, ceci pour gagner du temps sur la distribution des prix. Donc, la première intervention sera celle de M. Vasseur, qui est le président de la PCA, qui nous accueille ici très gentiment, et je le remercie beaucoup. Je vais prendre le pupitre. Est-ce que ça marche? Oui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les académiciens, merci d'être présents ici dans cette salle des chambres d'agriculture. Je salue Bertrand Hervieux qui nous accompagne donc à cette tribune, qui je pense représente le ministre de l'Agriculture. Donc bienvenue aux chambres d'agriculture, et j'espère que les moyens que nous mettons à votre disposition vont vous permettre de faire une séance de travail donc digne de ce que vous faites d'habitude. Et ici, aux chambres d'agriculture, peut-être que vous aurez des éclairages, des éléments supplémentaires. Alors, oui, on peut regarder effectivement les aspects techniques, mais ce n'est pas de cela que je voulais parler. Alors, en vous accueillant, simplement peut-être dire quelques mots en toile de fond sur la situation de l'agriculture aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est en ce début d'automne 2014. Une agriculture qui est en plein dans la tourmente, pratiquement quelles que soient les productions. On a plutôt quelques espoirs intéressants sur la viticulture, et qui globalement, dans l'ensemble des terroirs, se comporte en termes de vendange, sauf là où il y a eu des catastrophes, mais dans les meilleures conditions possibles, après avoir eu des craintes les plus importantes. Mais ce qui compte, évidemment, pour nos amis viticulteurs, ce sont les vendanges, la vinification, et puis ce qui aboutira dans les dégustations que nous pourrons faire. Et pourquoi je vous parle de cela? Puisque le président des chambres d'agriculture, au nom de ses collègues, vous invite à partager le verre de l'amitié tout à l'heure. Ce ne sera pas le millésime 2014, mais les millésimes précédents. Donc, en dehors de la viticulture, et pour être plus dans le concret, beaucoup de productions sont dans la tourmente. Les productions d'élevage, en particulier la viande bovine, le porc, l'aviculture. Le lait allait un peu moins mal, sauf que tous les prémices sont réunis pour que la situation se dégrade. Alors, il y a la crise internationale, il y a les crises internationales, il y a les situations de guerre, il y a ce qui se passe effectivement entre l'Ukraine et la Russie, il y a les réactions des Européens que, en tant que président des chambres d'agriculture et responsable professionnel, nous partageons, évidemment, mais comme on a bien ressenti, effectivement, les aspects économiques sont aussi des éléments d'un conflit, les éléments de réponse, les éléments de représailles. Et quand nos productions,
que ce soit les productions animales ou les productions de fruits et légumes, sont aujourd'hui dans cette démarche, dans ce conflit. Évidemment, nous demandons à l'Europe d'intervenir parce que ce n'est pas uniquement ou essentiellement, voire pas du tout d'ailleurs, de la responsabilité de la politique agricole commune. Et puis, nous avons les productions céréalières qui sont aussi aujourd'hui dans la tourmente, ce qui veut dire que le président des chambres d'agriculture qui s'exprime devant vous, alors, je ne suis pas dans une organisation syndicale en tant que chambre d'agriculture, c'est d'abord mon collègue et mes collègues de la FNSEA et des JA qui sont à la manœuvre par la défense des agriculteurs, mais les chambres d'agriculture sont dans l'accompagnement permanent des agriculteurs et par rapport au marché, par rapport à leurs projets. Et donc, je me permettais donc de rappeler les préoccupations qui sont les nôtres en ce début d'automne. Les autres préoccupations, elles sont plus franco-françaises. Tout ce que je viens de dire, par rapport au marché, nous sommes dans une démarche à la fois européenne et internationale. Les autres préoccupations, en toile de fond, mais qu'est-ce qu'elle est épaisse, cette toile de fond? Qu'est-ce qu'elle est lourde? Qu'est-ce qu'elle est incompréhensible? Qu'est-ce qu'elle est illisible? Qu'est-ce qu'elle est irrecevable? C'est tout ce qui tourne autour donc des démarches franco-françaises vis-à-vis des normes, vis-à-vis des réglementations, vis-à-vis de transposition ou de surtransposition d'un certain nombre donc, de dossiers, de thématiques. Alors, on parle d'abord et avant tout de l'environnement, mais il n'y a pas que cela. Et donc, nous avons un contexte européen, et ici, aux chambres d'agriculture, nous disons au pouvoir public, l'Europe, rien que l'Europe, pas plus que l'Europe, parce que ça devient illisible, et je ne suis pas sûr que nos compatriotes, nos concitoyens sachent mieux que nous lire ce qui est en train de se dessiner. Alors c'est pas propre à 2014, et c'est pas propre depuis 2012. Parce qu'on pourrait m'accuser de dire, voilà, vous dénoncez des choses depuis quelques années. Non, c'est malheureusement une tradition dans notre pays où on en rajoute, on surtranspose les directives européennes. C'est plus possible, ce n'est plus acceptable, ce n'est plus compréhensible, et pour autant, les paysans, les agriculteurs, et que nous représentons dans les chambres d'agriculture, et l'engagement des chambres d'agriculture, c'est bien de prendre en compte tous les défis, tous les enjeux qui se présentent à nous. D'abord l'enjeu économique, l'enjeu social, l'enjeu territorial, mais aussi évidemment l'enjeu environnemental, puisque quand je parle de l'enjeu environnemental, je peux le raccrocher à l'enjeu social et évidemment à l'enjeu sociétal. N'opposons pas les choses, mais les agricultures, à travers sa loi d'avenir, ouvrent un certain nombre donc, de sujets, ouvrent un certain nombre de portes dans lesquelles les chambres d'agriculture vont s'y engouffrer. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de ramener l'ensemble du dispositif réglementaire ou normatif par rapport à ce qui se passe donc au niveau européen. Voilà le contexte global de l'agriculture française. Je ne suis pas sûr qu'on soit en décalage par rapport à d'autres secteurs de l'opinion, mais peu importe. J'insiste sur... ce n'est pas une différence, ce n'est pas une spécificité, mais quand même, notre agriculture apporte tellement à l'économie, notre agriculture apporte tellement à l'emploi, tellement. Notre agriculture offre tellement de perspectives d'avenir, offre tellement de débouchés, offre tellement de réponses, y compris par rapport aux problèmes environnementaux, que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui tout ce qui peut se passer dans l'opinion, tout ce qui peut être mis en permanence contre l'agriculture, alors que nous avons d'abord des réponses, donc des solutions. Alors voilà, je ne vais pas être plus long, parce que j'ai voulu en quelques mots rappeler le contexte agricole, économique, social dans lequel nous sommes, contexte difficile. Mais je ne peux pas, mesdames et messieurs,
terminer mon propos sans vous dire que le président des chambres d'agriculture qui s'exprime devant vous est un président dont on est en train de faire les poches. Eh oui. Et dont on est en train de vider ce que mes collègues dans les chambres départementales, chambres régionales, ont pas thésaurisé, mais ont économisé pour prévoir l'avenir, pour parler de l'avenir, souvent pour investir, parce que chacun avait un projet, ou un projet par rapport à la chambre en tant que telle, en termes de restauration, en termes de reconstruction, ou un projet collectif avec d'autres partenaires. Et tout cela, aujourd'hui, on s'est battu, on continue à se battre. Vous avez devant vous quelqu'un qui rentre en résistance. Et la semaine dernière, nous avions donc une session ici où, à l'unanimité des sensibilités syndicales, nous avons pris donc une délibération pour dire non, c'est pas possible. Et donc, je voulais, sans vous demander de prendre la même délibération, quoique, mais vous dire que aujourd'hui, le sort qui est fait aux chambres d'agriculture est un sort inacceptable, et simplement en ce qui nous concerne, bien sûr que nous devons et nous avons décidé de répondre présent vis-à-vis donc de l'apport, de l'aide que l'agriculture et que les chambres d'agriculture peuvent faire pour redresser la situation de notre pays. C'est-à-dire, quand on est paysan, on est ancré dans un territoire, et finalement, ce territoire est ancré dans notre pays, la France. Donc les paysans, à travers les présidents de chambre d'agriculture, ont décidé de répondre oui, pour aider l'État, pour aider le gouvernement, pour aider le Premier ministre, le Président de la République, à trouver des solutions pour redresser la France. Mais pour autant, trouver des solutions et notre participation, ça ne passe pas par nous mettre sur la paille. Ça ne passe pas par là. Donc c'est là où on est effectivement, on ne peut pas être d'accord. Ça ne passe pas non plus par une diminution de nos ressources et qui nous empêcherait tout ce que nous avons essayé de mettre en place depuis quelques années, dont nous sommes aujourd'hui dans l'accélération pour faire en sorte que nous ayons une véritable réorganisation par rapport à l'échelon régional, réorganisation par rapport à la proximité avec les chambres départementales, et pour que les chambres d'agriculture constituent un véritable réseau, donc en lien évidemment en termes de proximité avec les agriculteurs, mais dans une démarche de plus en plus importante, qui nous est de plus en plus demandée avec les collectivités. Et ça, je dirais, c'est un élément essentiel. Alors, je ne vais pas dire dans mon propos que la relation avec les paysans n'est pas essentielle. C'est notre cœur d'engagement, c'est notre cœur de mission, et ça doit être notre cœur de réussite. Mais le partenariat avec les collectivités, avec la ruralité, fait partie aussi de notre engagement et de nos nouvelles missions. Alors, je ne vois pas le logo des chambres là autour, mais peu importe, c'est bizarre, il est enlevé. C'était pour que vous restiez dans la neutralité, mesdames, messieurs, sûrement. Mais nous avons avancé, donc agriculture au pluriel et territoire au pluriel. C'est bien pour répondre donc à ces préoccupations de développer l'agriculture, d'aménager le territoire et d'être des véritables partenaires sur le terrain avec les collectivités. Alors, j'ai, en ce qui me concerne, avec mes collègues, beaucoup d'espoir. Alors finalement, on va plus loin que l'espoir, parce que nous sommes dans l'espérance que les collectivités dont je viens de parler, les parlementaires, puissent redresser la situation dont, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qu'elle est. Je sais qu'on veut nous vider les poches, on veut nous piquer plus qu'on a, mais je ne sais pas ce qu'elle est. Je viens de lire un document qui sort effectivement de la présentation ce matin au ministère de l'économie, qui dit rien de très précis. Donc si je m'arrête à ce document,
je me dis ouf. Mais je trouve que c'est peut-être un peu trop tôt pour dire ouf, et on attend donc j'espère quelques dizaines de minutes, quelques heures pour avoir plus de détails. Mais le président des chambres d'agriculture, avec ses collègues, est rentré en résistance. On n'est pas en guerre, sachant que le ministre de l'Agriculture, je dis bien le ministre de l'Agriculture, est plutôt proche de notre démarche. Mais je répète, le ministre de l'Agriculture est plutôt proche de notre démarche, est entré en résistance. Résister, c'est exister, et c'est ce que voulait vous dire le président des chambres d'agriculture. Merci. Merci beaucoup, monsieur Vasseur. Alors maintenant, je vais passer la parole à Bertrand Hervieux, qui va nous expliquer pourquoi le ministre de l'Agriculture n'est pas là comme c'était prévu. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, effectivement, je ne vais pas vous faire un discours, je suis effectivement chargé de vous présenter les excuses du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll. Il est fréquent de commencer ce genre d'intervention en disant qu'il aurait souhaité venir, mais qu'un agenda chargé l'empêcher de nous rejoindre. Je vais vous donner plus de précisions. Effectivement, il y avait en début d'après-midi une conférence de presse sur la présentation du budget, et actuellement il est aux questions orales à l'Assemblée nationale. Et bien que nous ayons œuvré pour essayer de maintenir cette présence à son agenda, définitivement cela n'a pas été possible. À cela s'ajoute, comme vient de le rappeler le président Vasseur, un certain nombre de crises. Aucun des secteurs n'est épargné. Et demain, le ministre, dès ce soir d'ailleurs, il sera au salon de l'élevage à Cournon pour évoquer avec les éleveurs et les représentants professionnels les questions de l'élevage. Donc, effectivement, l'actualité, et comme cela est assez coutumier au ministère de l'Agriculture, cette actualité est assez lourde et assez prenante, et donc le ministre prie l'Académie et vous prie vous tous de bien vouloir l'excuser. Je peux rappeler l'intérêt qu'il a porté à la vie de l'Académie, pas seulement à travers les contacts qui se développent entre le bureau de l'Académie et le cabinet, mais aussi autour du débat qui a été un débat important au sein de la compagnie, débat relatif au statut. Comme vous le savez, le nouveau décret régissant les statuts de l'Académie a été signé et ratifié. Le ministre y a pris sa part. Il s'en félicite et se réjouit que ce débat se soit terminé dans de bonnes conditions et donne à l'Académie, pour plusieurs années, une solidité juridique qu'il convenait de renforcer. Voilà ce que je peux dire. À cela, il ajoute, bien entendu, et par anticipation, ses félicitations qu'il adresse à tous les lauréats, et tous sont prestigieux, et quelques-uns encore plus prestigieux. Je vous remercie. Merci, cher frère. Donc, maintenant, nous allons passer à la proclamation des prix attribués par l'Académie. Il y en a quand même pas mal. Alors, pour des raisons logistiques, je vais d'abord passer la parole... Oh, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Il y a d'abord le compte-rendu de travail du secrétaire perpétuel. Je vous demande pardon. Et qui va vous présenter le bilan de l'année.
Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, j'ai effectivement le redoutable privilège de faire le compte-rendu d'activité de l'Académie. Alors, le président Boussard, en ayant l'habitude, espérait qu'on le saute, mais malheureusement, c'est pas élu, et donc je suis obligé de le faire. Alors, je vais vous infliger ce pinceau, mais je crois que c'est pas totalement inintéressant, et je vais essayer de m'employer à vous en convaincre. L'Académie travaille beaucoup, et au cours de l'année académique écoulée, donc nous avons en particulier mis en œuvre notre programme de travail et poursuivi 2 chantiers importants, la création d'outils de communication plus performants et la révision de nos statuts et du règlement intérieur. Alors ce sont donc ces 3 points que je vais évoquer devant vous, en commençant par notre programme de travail, pour rappeler que les réflexions que nous avions engagées à l'occasion de la révision de nos statuts nous ont conduit à affirmer très clairement que l'Académie d'agriculture de France se positionne à l'interface de la science et de la société, avec pour mandat d'éclairer les citoyens et les décideurs sur les évolutions actuelles et futures dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. L'élaboration d'un programme de travail est pour nous une étape très importante dans nos travaux et nous avons considéré que l'élaboration de programme de travail répondait à 3 préoccupations essentielles. D'abord, être un outil structurant de nos travaux, c'est bien autour de ce programme que maintenant les sections et les groupes de travail fonctionnent, être un outil de dialogue entre les sections et enfin être un instrument de communication interne et externe. Donc ce programme a permis de dégager des priorités aussi bien dans le choix des séances publiques que dans la mise en place des différents groupes de travail. Je rappelle que 4 thématiques principales ont mobilisé les réflexions de l'Académie: produire mieux et plus pour nourrir les hommes, adapter la gestion des écosystèmes agricoles et forestiers pour accompagner les changements globaux, intégrer les politiques agricoles, environnementales et territoriales, et enfin contribuer au débat sur innovation et acceptabilité sociale. Alors en plus de ces 4 thématiques principales, chaque section a précisé dans un programme particulier les différents sujets sur lesquels elle s'investit, beaucoup débordant bien sûr le cadre annuel. Ce programme de travail permet en interne de faire en sorte qu'il y ait un décloisonnement du travail des différentes sections, et puis en externe d'avoir une meilleure visibilité sur ce que nous faisons, et avec la préoccupation d'avoir des séances publiques qui soient davantage fréquentées, ainsi que notre site internet dont je reparlerai dans un instant. Les séances publiques tout d'abord. Au cours de l'année écoulée, nous avons organisé 30 séances publiques à l'Académie ou avec d'autres académies. Je citerai quelques thèmes qui ont été abordés. D'abord sur la première thématique concernant la production, les risques et les maladies professionnelles chez les agriculteurs, une séance co-organisée avec l'Académie nationale de médecine, les échanges agroalimentaires internationaux, les agricultures familiales, les systèmes de culture innovants, les traitements thermiques et la qualité des aliments, la qualité des aliments d'origine animale, l'agriculture de précision. Donc une grande variété de sujets autour de cette première thématique. Deuxième grande thématique, adapter la gestion des écosystèmes aux changements globaux. Plusieurs séances ont tourné autour de ce sujet, le froid et le développement durable, l'adaptation des écosystèmes forestiers à un environnement changeant, les insectes ravageurs en agriculture et les méthodes innovantes pour leur maîtrise, l'industrie du papier dans le contexte d'une économie biosourcée. Troisième thématique sur les politiques agricoles, environnementales et territoriales. D'abord, un vaste sujet qui était celui de la préparation de la nouvelle avenir agricole et de la future PAC, les méthodes de compensation écologique, les systèmes alimentaires territorialisés et des actions pour soutenir des agricultures et des forêts périurbaines vivantes. Quatrième thématique, innovation et acceptabilité sociale. Je citerai ce que nous avons fait avec l'Académie des sciences et l'Académie des technologies sur les plantes génétiquement modifiées, qui a donné lieu d'une part à des réflexions internes très approfondies et à une séance commune entre les 3 académies qui a conduit à un avis commun des 3 académies sur les plantes génétiquement modifiées. Une séance organisée avec l'Académie de pharmacie et l'Académie des sciences sur la science au service du bien public à l'occasion du bicentenaire de la mort de Parmentier. Éthique et bien-être animal en élevage,
Notre alimentation est-elle faite de produits naturels? Sciences et société, mots et postures du dialogue. Alors, j'ai cité ces quelques exemples de séances publiques pour vous montrer la variété des sujets qui ont été abordés. Quelques mots sur les travaux des sections. Je rappelle que l'Académie est organisée en 10 sections thématiques: production végétale, bois et filière bois, production animale, sciences humaines et sociales, interaction milieu être vivant, sciences de la vie, environnement et territoire, alimentation humaine, agrofourniture, économie et politique. Les sections ont conduit des réflexions internes en associant souvent des intervenants extérieurs. Cela a permis de préparer et d'organiser des séances publiques, de proposer des avis et des rapports publiés sur notre site internet. Et les sections se sont également beaucoup investies dans des groupes de travail transversaux qui permettent d'approfondir avec différentes sections des sujets tout à fait particuliers et importants. Ce sont elles qui proposent les récompenses, les prix scientifiques et les médailles que nous évoquerons tout à l'heure, notamment pour les travaux de recherche, d'administration de la recherche ou des mémoires de fin d'études, ainsi que des bourses de recherche. Elles participent aussi à la préparation du recrutement des nouveaux membres en vue des élections annuelles, et c'est un exercice évidemment très important, puisque nous essayons de recruter au sein de notre compagnie les meilleurs esprits de notre temps sur les sujets qui nous concernent. Parmi les travaux des sections, je citerai donc quelques thématiques sur lesquelles ils ont travaillé particulièrement: l'agroécologie, l'évolution des rendements des plantes cultivées, l'économie des forêts, les contrats d'approvisionnement en bois, la sélection génomique et l'élevage, les outils scientifiques de la sélection équine, l'évolution des métiers de l'élevage, le rôle des productions aquatiques dans l'alimentation, les choix alimentaires des consommateurs, le gaspillage, les industries agricoles et alimentaires, l'innovation dans les agroéquipements. Toutes ces thématiques tournant autour de premiers grands thèmes, produire mieux et plus. Deuxième grand thème sur lequel les sections ont travaillé, c'est l'adaptation de la gestion agricole et forestière, avec les séances sur les thèmes des stratégies d'adaptation de la gestion forestière aux changements globaux, le développement d'une bioéconomie à base de bois, les méthodes bio-intensives de protection des plantes, l'évolution du climat. Ensuite, sur la thématique d'intégration des politiques agricoles, environnementales et territoriales, la filière lait dans le Grand Ouest, l'agriculture et les industries agroalimentaires en Bretagne, les stratégies territoriales pour un développement soutenable, les espaces agricoles et les espaces naturels, les normes. Enfin, sur la thématique contribuer aux débats sociétaux, la médiation scientifique pour un partage des connaissances, les plans génétiquement modifiés, le projet de directive sur le clonage animal, le principe de précaution et le principe d'innovation. Donc je vous cite ces travaux conduits par les sections, toujours pour illustrer la diversité de nos préoccupations et de nos réflexions. Nous avons également organisé colloques et conférences, notamment un cycle de conférences porté par la section 6 sous le vocable général aux frontières de la connaissance, avec d'abord un colloque organisé avec l'Académie des sciences à la découverte des écosystèmes marins, et des conférences sur le microbiote intestinal chez les animaux d'élevage, la nutrition minérale de la plante, l'agroécologie et la caractérisation du microbiote des sols, l'épigénétique et la sélection des animaux d'élevage. Par ailleurs, en liaison avec l'ambassade des États-Unis et l'Université du Colorado, une conférence a été organisée sur le thème « Agriculture durable aux USA », allier préservation de l'environnement, innovation et rentabilité économique. Les groupes de travail ensuite, alors je rappelle qu'il y a au sein de l'Académie un nombre très élevé de groupes de travail. Je vais vous citer les principaux pour toujours illustrer nos thèmes de réflexion prioritaires. Un groupe eau et sécheresse, agriculture biologique, agriculture et forêt périurbaine, plantes génétiquement modifiées, animal et éthique, potentiel de la science pour une agriculture durable, politique agricole commune, principe de précaution, méthode bio-intensive de protection des plantes, agriculture, filière et sécurité alimentaire, relations académie, enseignement supérieur agronomique, international, produits biosourcés et chimie du végétal.
Voilà, si vous voulez, les différents groupes de travail qui ont fourni pour beaucoup d'entre eux des rapports extrêmement intéressants ou des avis qui sont publiés sur le site de l'Académie. J'en viens rapidement aux outils de communication pour rappeler tout d'abord que les comptes rendus de l'Académie qui regroupent essentiellement ce qui est fait et dit lors des séances publiques constituaient jusqu'alors notre principal vecteur de communication. Ils étaient publiés sur support papier et nous avons décidé, à partir du début de cette année, de ne les publier que par la voie électronique. Donc c'est uniquement sur le site internet qu'on peut avoir connaissance des comptes rendus et l'ensemble de la collection complète de nos comptes rendus qui existe depuis la création de l'Académie en 1761 ont été confiés à la Bibliothèque nationale de France qui les numérise afin de les rendre accessibles au public sur son site Gallica. Et donc l'ensemble des comptes rendus de l'Académie sont maintenant téléchargeables à partir du site de l'Académie. Une grande novation a été la publication d'une revue de l'Académie que nous attendions depuis 250 ans et que nous avons depuis l'an dernier. 4 numéros sont parus, le 4e hier. C'est notre seule publication sur support papier dorénavant. C'est une revue de prestige, publiée 3 fois par an. Elle est destinée à faire connaître à l'extérieur les travaux et les activités de l'Académie. Elle est adressée gratuitement à tous les partenaires que l'Académie souhaite sensibiliser à ses travaux, ainsi qu'aux membres de notre compagnie. Alors, j'ajoute qu'afin d'assurer le financement intégral de son édition et de son routage, elle comporte du public rédactionnel et de la publicité, ce qui a été le seul moyen d'assurer son financement. La lettre de l'Académie, qui est un vecteur de communication interne, était jusqu'alors publiée trimestriellement. Elle a été remplacée depuis février dernier par une lettre d'information nouvelle, illustrée et en couleur, diffusée uniquement via Internet tous les 2 mois. L'annuaire de l'Académie, comme certains d'entre vous l'ont vu, a été complètement revu et modernisé et enrichi, et c'est un outil de communication intéressant qui permet d'identifier tous les membres de notre compagnie et de pouvoir correspondre avec eux, puisque vous avez bien sûr leurs coordonnées. Notre site internet a été entièrement redessiné et est opérationnel dans sa nouvelle configuration depuis la fin de l'année 2013. Il facilite bien sûr les échanges au sein de l'Académie, notamment au sein des sections et des groupes de travail, mais il permet aussi de diffuser de l'information et des avis hors de l'Académie pour contribuer à sa notoriété et justifier ainsi son utilité sociale en direction des institutions, des enseignants, des organismes agricoles et des médias. À ce titre, je veux signaler la mise sur le site d'une trentaine de contributions d'académiciens de différentes sections, réunis en groupe de travail concernant les potentiels de la science pour l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Ce sont des communications extrêmement intéressantes que je vous invite à consulter. C'est un travail extrêmement utile. On a également mis sur notre site une vingtaine de rapports sur les plantes génétiquement modifiées, issus des travaux du groupe de travail qui a fonctionné pendant 18 mois sur ce thème et qui avait préparé le colloque organisé avec l'Académie des sciences et l'Académie des technologies que j'ai évoqué il y a un instant. Enfin, nous avons depuis quelques jours une vingtaine de fiches, première étape d'un ouvrage en cours de réalisation par la section forêt, sous le titre « La forêt et le bois en 100 questions ». Donc nous essayons d'alimenter notre site par des documents résultant des réflexions de nos groupes de travail. Et je crois que c'est un ensemble de documents, de fiches qui sont extrêmement utiles. Par ailleurs, il convient de rappeler que les séances publiques hebdomadaires de l'Académie sont dorénavant filmées et accessibles en direct sur le site internet dans la rubrique séances et en différé dans la rubrique séances archivées. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité de venir le mercredi rue de Bellechasse, suivre en direct nos séances publiques qui sont évidemment tout à fait intéressantes, à la fois parce qu'elles font intervenir les spécialistes des thèmes que nous abordons, mais aussi parce qu'elles sont l'occasion d'un dialogue avec la salle et donc de discussions extrêmement intéressantes pour approfondir tel ou tel aspect. Nous organisons également des sorties et des visites pour les membres de l'Académie, pour que les membres de l'Académie restent en lien proche avec les entreprises et les organismes partenaires, aussi bien du monde socio-professionnel, de la recherche, de l'enseignement, et c'est l'occasion aussi, par les échanges que nous avons, de faire connaître à l'extérieur ce que fait l'Académie d'agriculture.
Au cours de l'année écoulée, 6 visites ont été organisées, les fermiers de Loué, les lacs de la Forêt d'Orient, l'école nationale vétérinaire de Maison-Alfort, la ferme de la Tremblay à la Boissière-l'École, l'arboretum national des Barres à Nogent-sur-Vernisson, la station de recherche à Arvadis à Boisneville. Donc des visites qui sont très régulièrement suivies par les académiciens. J'en viens à la révision de nos statuts et du règlement intérieur. Ces documents qui, évidemment, sont tout à fait importants pour définir les méthodes de fonctionnement de notre compagnie, n'avaient pas été modifiés depuis 20 ans, et donc ils méritaient, par un certain nombre d'aspects, d'être révisés afin de répondre au mieux à nos préoccupations actuelles. L'objectif était de clarifier le fonctionnement de l'Académie, de définir plus précisément ses instances de gouvernance et de préciser les modalités de réalisation de ses missions, d'élaboration et de diffusion de ses rapports et de ses avis, dans le respect de principes déontologiques. Et ça, c'est une grande novation. Nous avons dans le règlement intérieur tout un chapitre sur la déontologie qui est tout à fait important, mais qui jusqu'alors faisait défaut. Comme l'a rappelé tout à l'heure Bertrand Hervieux, un décret du président de la République en date du 4 juin dernier a approuvé ces nouveaux statuts. Alors, les principales modifications, je les cite juste pour mémoire. Donc, définition des missions de l'Académie complétées et précisées, et elles sont maintenant très en phase avec les préoccupations actuelles, en particulier de nos ministères les plus proches, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Écologie. Une deuxième modification importante concerne l'abaissement de l'âge de l'éméritat et de l'honorariat de 81 ans à 75 ans, afin de permettre un rajeunissement et une féminisation accrue de notre compagnie, ce qui est un souci partagé et auquel nous essayons de répondre dorénavant. Le rôle accru donné à la commission académique comme instance première de gouvernance de notre compagnie, avec 2 autres commissions ayant un rôle décisionnel, la commission des finances et la commission des programmes. Enfin, comme je l'ai indiqué, l'accomplissement de nos missions dans le respect de principes déontologiques. Le règlement intérieur, donc, qui a été validé par la commission académique il y a quelque temps, sera soumis au vote des académiciens lors de notre séance plénière du 5 novembre dernier. 5 novembre prochain. Excusez-moi, je faisais un saut en arrière, mais c'est plutôt en avant qu'il faut se projeter. J'en arrive aux finances et aux moyens pour simplement dire que les finances de l'Académie sont très contraintes. Quels sont les budgets qui aujourd'hui ne sont pas contraints? L'augmentation des salaires et des charges de personnel et le renchérissement des dépenses de fonctionnement exigent de limiter strictement les moyens de fonctionnement. Toutes les activités conduites par les académiciens sont bénévoles et même leurs frais de déplacement restent à leur charge. C'est-à-dire l'abnégation qui est requise de la part des candidats à entrer à l'Académie. Nous sommes des bénévoles entièrement dévoués à la cause. Les ressources propres de l'Académie proviennent principalement de la vente de publications, des ventes de bois et des revenus des baux de chasse de nos forêts d'Harcourt et du Boulet-Morin, propriété que nous détenons à partir de l'Aigle. La première, un legs qui a plus de 150 ans, et la dernière, un legs qui a une cinquantaine d'années. Et nous avons aussi des ressources nouvelles grâce à la location de nos salles de réunion. Donc, Eric Belcha s'est occupé en permanence par les académiciens ou, quand ils ne sont pas là, par d'autres structures, notamment des structures de formation, qui sont très heureuses de se retrouver à cette belle adresse, 18 rue de Bellechasse. Je voudrais aussi rappeler que le ministère de l'Agriculture nous apporte une contribution financière extrêmement utile. Et nous déplorons simplement qu'elle n'ait pas été revalorisée depuis 20 ans, donc elle est perdue 35% de sa valeur, mais on ne peut pas se plaindre toujours. Et le cabinet du ministre me dit à l'envi qu'il faut déjà s'estimer heureux qu'elle n'ait pas été réduite. Donc nous nous en félicitons en espérant toujours des jours meilleurs. Nous bénéficions aussi de dons et de subventions en espèces ou en nature, et je voudrais rappeler en particulier les partenariats que nous avons avec la Caisse nationale du Crédit Agricole, Groupama, la PCA, l'Association des Amis de l'Académie d'Agriculture, ainsi qu'avec d'autres organismes en remboursement de services rendus comme l'INRA, la Fondation Xavier Bernard, la Fédération nationale du Crédit Mutuel et Rural. Je remercie bien évidemment tous ces partenaires pour la fidélité de leur soutien et pour la confiance qu'ils nous manifestent. Je voudrais souligner cette année un partenariat nouveau
tout à fait exceptionnel et important. Nous venons de signer avec le Crédit Agricole d'Île-de-France Mécénat, qui est donc un fonds de dotation émanant de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France, nous venons de signer une convention par laquelle ce fonds de dotation nous a donné une contribution financière tout à fait importante qui va alimenter les bourses du Fresnois qui étaient jusqu'alors financées par le fonds du Fresnois résultant de l'héritage du Fresnois qui nous a été légué. Et donc ce fonds va être abondé par une participation du Crédit Agricole. Et par ailleurs, cette convention prévoit aussi un financement pour la sauvegarde et la mise en valeur d'archives, de documents et d'objets remarquables dont l'Académie est propriétaire et qui aujourd'hui étaient pour partie dans nos caves, dans des conditions de conservation un peu délicates, et puis au coffre pour certains objets de valeur. Et nous allons donc pouvoir aménager au sein même de l'Académie des bibliothèques en particulier pour accueillir ces objets de valeur et les montrer au public. Ce sont souvent des ouvrages qui ont un intérêt historique tout à fait évident puisque nous avons des archives depuis 1761. Donc je remercie très chaleureusement le Crédit Agricole d'Île-de-France Mécénat et donc c'est le président François Imbaud qui est parmi nous aujourd'hui qui tout à l'heure lira le palmarès des bourses du Fresnois, puisque dorénavant, c'est donc ce fonds de dotation qui est associé au nom des Fresnois. J'en arrive maintenant en quelques mots à nos perspectives de travail pour l'année académique qui commence, en disant que tout d'abord nous allons actualiser notre programme de travail en retenant toujours les 4 grandes thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure et en essayant de préciser quels seront les angles d'attaque nouveaux sur lesquels nous allons travailler. Sur le thème produire mieux et plus pour nourrir les hommes, l'accent sera mis en 2014-2015 sur un premier sujet concernant les sols, dans le cadre de l'année internationale des sols, qui est donc programmée pour 2015, et ensuite pour les perspectives en termes de réduction des pollutions liées aux phytosanitaires, sujet toujours d'actualité et particulièrement important. Sur la deuxième thématique qui est l'adaptation et la gestion, nous avons retenu l'idée d'aborder ce sujet sous l'angle des perspectives en agriculture, en sylviculture et en élevage, autour de plusieurs sujets: l'ancrage territorial de la production, les nouvelles technologies et leurs impacts, l'évolution des systèmes de production et leur impact environnemental, l'adaptation et la gestion forestière, climat et société, évolution des crises. Sur le troisième thème, intégration des politiques, nous poursuivrons les travaux engagés dans plusieurs domaines, déjà évoqués, notamment la sécurité alimentaire, la place des secteurs agricoles et forestiers dans la bioéconomie, la croissance verte et la transition écologique, l'agroforesterie, la surveillance biologique du territoire et la biovigilance, les schémas régionaux de cohérence écologique, la rémunération des services environnementaux rendus par la forêt, et enfin les stratégies territoriales. À ce titre, je veux rappeler que l'Académie d'agriculture organise les 14 et 15 octobre prochains à Rennes un colloque sur le thème du développement durable de Rennes Métropole et de la place de l'agriculture. Il se tiendra sur le site Agrocampus avec la participation de l'INRA, de l'Académie des technologies, des élus, des enseignants-chercheurs et bien sûr des académiciens à l'origine de cette initiative, une initiative comparable au colloque que nous avions organisé en 2012 à Toulouse. Alors, il y a encore des places pour ce colloque, donc vous pouvez encore vous inscrire. Quatrième thème de travail pour l'Académie, débats sociétaux donc sur l'innovation et l'acceptabilité sociale. Cette thématique sera abordée sous l'angle agriculture et société. Un des enjeux forts pour l'Académie est d'analyser les blocages de la société et par des éclairages appropriés de réhabiliter l'image environnementale de l'agriculture et de restaurer une vision positive de l'élevage. Seront abordés en particulier l'acceptabilité sociale des innovations à finalité agricole, la sécurité des aliments, le bien-être animal et la représentation du monde rural. Je terminerai par un deuxième objectif que nous avons fixé pour l'année qui vient, c'est la poursuite de nos réflexions sur le rôle et le rayonnement de l'Académie
Et donc nous avons plusieurs objectifs qui sont aujourd'hui affichés. D'abord, susciter une meilleure implication des membres étrangers de notre compagnie. Je rappelle que nous avons à l'Académie 60 membres étrangers et 60 correspondants étrangers qui viennent du monde entier et qui, jusqu'alors, participaient de manière un peu erratique à nos travaux, et nous avons mis en place, conduit une réflexion, mis en place un groupe de travail pour les associer davantage à des définitions de thématiques qui pourraient intéresser ces académiciens du monde entier et sur lesquels on pourrait avoir des éclairages qui fassent que nos réflexions ne soient pas uniquement franco-françaises. Deuxième objectif, rajeunir et féminiser l'Académie, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est très important, par des recrutements adaptés grâce à l'abaissement de l'âge de l'égalité de l'honorariat. Mieux faire connaître l'Académie et ses travaux auprès des jeunes, notamment dans les grandes écoles relevant de l'enseignement agricole. Et le groupe de travail qui a été mis en place récemment, il travaille très activement avec des propositions tout à fait intéressantes et une mobilisation des directions des différents établissements d'enseignement qui est très satisfaisante. Faire reconnaître les capacités d'expertise de l'Académie auprès des instances ministérielles, mais aussi juridiques. On voit de plus en plus des jugements qui nous paraissent pris dans des conditions rapides, c'est le moins qu'on puisse dire, sans qu'il y ait une véritable expertise scientifique ou technique, et l'Académie pourrait jouer un rôle dans ce domaine. Et enfin, nous allons afficher comme préoccupation d'apporter notre concours à la préparation de l'exposition universelle de Milan en 2015, dont le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie » correspond bien aux préoccupations de notre compagnie. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement brosser les travaux conduits au sein de l'Académie d'agriculture et nos projets pour les mois qui viennent. Je crois qu'ils témoignent de l'activité soutenue de l'Académie et de l'engagement de ses membres dans les sections et les groupes de travail pour conduire des réflexions approfondies dans ces domaines de compétences. L'Académie est plus que jamais un lieu de débat, de discussion, voire même de confrontation entre scientifiques, acteurs économiques et sociétés civiles. Elle joue le rôle de laboratoire d'idées. Elle est productrice d'analyses objectives et de synthèse, assise sur les connaissances scientifiques les plus solides, afin d'éclairer les citoyens et les décideurs sur les évolutions actuelles et futures de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Je vous remercie de votre attention. Donc maintenant nous pouvons passer à la distribution des prix et afin de libérer le président du Crédit Agricole d'Île-de-France, nous allons commencer par la distribution des prix du lait des bourses du Frénois Crédit Agricole, puisque vous savez que cette année, le Crédit Agricole d'Île-de-France nous a généreusement attribué une grosse somme pour compléter la somme, ce qui était donné aux bourses du Frénois et qui commençait à devenir insuffisant. Donc, je vous donne la parole. Malheureusement, les lauréats ne sont pas là pour une sorte de raison. Merci, Monsieur le Président, de laisser la parole. Sachez, Monsieur le Président de l'Académie d'agriculture, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur Hervieux et Monsieur Vasseur, que je voulais saluer, que je suis très honoré d'être présent dans cette séance solennelle de l'Académie d'agriculture. Pour moi, c'est une double première, puisque d'une part, je découvre l'endroit, je n'y étais jamais venu, et d'autre part, je participe pour la première fois à ces séances de l'Académie d'agriculture. Je crois que le secrétaire perpétuel vous a donné déjà beaucoup d'explications sur ma présence ici aujourd'hui. Je suis président du conseil d'administration de la Caisse régionale de Paris-Île-de-France et je préside également un fonds de dotation dont c'est effectivement équipé, si je puis dire, la Caisse régionale d'Île-de-France, puisque depuis 2 ans, nous avons créé Crédit Agricole Île-de-France FECENA, un fonds de dotation dans lequel nous avons abondé 5 millions d'euros. Et notre objectif est d'attribuer ces 5 millions d'euros sur 5 années. Donc c'est des sommes significatives, comme vous pouvez le constater.
Et ceci afin de nous permettre, en tant que caisse régionale, de nous impliquer encore plus sur notre territoire et dans deux axes qui sont bien déterminés, à savoir les jeunes talents qui interviennent surtout en Ile-de-France, mais au niveau de notre pays, et également la conservation du patrimoine sur notre secteur. Donc, lorsque nous avons discuté avec l'Académie d'agriculture, nous avons effectivement trouvé dans ces bourses qui sont attribuées à des jeunes chercheurs un des objectifs qui correspondait au souhait de notre dotation, de savoir l'appui des jeunes talents. Et je crois que la découverte aussi de votre fonds documentaire significatif nous permet également d'intervenir sur l'autre volet de nos actions, à savoir le patrimoine, puisque ces documents très anciens participent également à la mémoire de notre agriculture. Je préciserai que, étant crédit agricole dans une zone très urbaine, il nous paraissait important aussi d'affirmer notre attachement à l'agriculture et notre intervention auprès de l'Académie de l'agriculture tombait tout à fait dans ce sens-là. Donc je vais vous donner la liste des lauréats des 10 bourses qui ont été attribuées, les bourses qui s'intitulent maintenant Bourse Dufresnoy et Crédit Agricole Mécénat. Donc une première bourse a été attribuée à M. Fabien Stark, bourse de 2400 € pour réaliser des travaux d'enquête et d'entretien auprès d'agriculteurs cubains. Une deuxième bourse de 2000 € à Florian Bastin pour participer au 17e congrès de l'Union internationale pour l'étude des insectes sociaux, et ce, en Australie, à Cayos. Une troisième bourse de 2000 € à Jessie Guyader pour réaliser un séjour de 3 mois dans un centre de recherche en Nouvelle-Zélande, à Palmerston North. Une quatrième bourse de 2000 € à Vincent Migaud pour la réalisation d'un projet de séjour de 3 mois dans un laboratoire en Écosse, à Dundee, le laboratoire du James Hutton Institute, en vue de l'étude des modèles de déploiement du système racinaire basé sur les densités et leur intégration dans un modèle de prairie. Tout un programme. Une bourse également, donc c'est la 5e, à Pauline Peunier pour participer et présenter ses travaux à un symposium international qui se tenait à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Et ce symposium sur la reproduction équine. Une bourse de 2000 € à Vincent Truffaut pour se rendre dans les laboratoires du professeur Stephen Fry à Édimbourg pour compléter ses méthodes d'étude du catabolisme de l'ascorbate de la tomate. Une bourse de 2100 € à Elisa Marie Vins pour participer au 10e congrès international sur la physiologie et la reproduction des poissons, et ce, au Portugal, en Algarve. Une bourse de 1500 € à Céline Carrier pour participer et présenter ses travaux à un congrès ouvert, le World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Je ne sais pas si je le fais avec l'accent, j'essaie. Enfin, deux bourses encore, une bourse de 1500 € à Justine Guillet pour présenter ses résultats de recherche qui se situent à l'interface de la génétique et de l'écophysiologie à un symposium international sur le sujet du peuplier, et ce, à Vancouver. Et enfin, une bourse de 1200 € à Mathieu Mosconca-Lefebvre pour 2 séjours dans l'équipe du professeur Chris Gilligan à Cambridge, au Royaume-Uni, afin de finaliser les travaux en épidémiologie des marchés agricoles. C'est donc un ensemble de 18 200 € qui ont été attribués par ces bourses. Sachez qu'au nom du Crédit Agricole et de sa fondation, nous sommes heureux d'y avoir participé, d'y avoir contribué.
et ce, pour quelques années encore, puisque nous reproduisons l'opération dans l'avenir. Voilà. Merci bien de votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Merci de votre contribution et je vais vous dire à l'année prochaine. Donc, maintenant, nous allons passer alors à la distribution des récompenses strictes de l'Académie. Et on va commencer par les médailles d'or qui sont distribuées à des personnes qui toute leur carrière. Et je crois que c'est donc Pierre-Henri Texier qui va présenter le palmarès. Tout d'abord, la première médaille d'or, c'est la médaille d'or du bureau de l'Académie, qui est attribuée à M. Emmanuel Leroy-Ladurie pour l'ensemble de son œuvre remarquable dans l'histoire anthropologique de la France rurale et du climat. M. Emmanuel Leroy-Ladurie. Je vais vous remettre cette décoration, cette médaille d'or de l'Académie d'agriculture avec le diplôme qui va avec. Nous sommes très flattés de vous compter aujourd'hui parmi nous. Et j'ai un grand regret que j'ai déjà exprimé, c'est qu'on n'ait pas pris le temps de vous remettre cette médaille beaucoup plus tôt. Alors, les regrets ne sont pas éternels, mais nous essayons aujourd'hui de rattraper ce retard. Donc nous serions heureux que vous disiez quelques mots. Oui. Eh bien, écoutez, je me suis spécialisé pendant un certain temps en histoire rurale dans la lignée de Marc Bloch, et de là, cela m'a amené par une progression logique vers l'histoire du climat, qui pourrait également être vue par un historien des villes. Et je lisais encore ces jours-ci dans la presse l'idée selon laquelle le réchauffement actuel diminue très légèrement les rendements du blé. Ce qui, je crois, est tout de même une chose nouvelle et intéressante, puisqu'autrefois, nos principales famines étaient causées soit par l'excès des pluies, quelquefois par un grand hiver, et tout de même, de temps en temps, par l'échaudage ou la sécheresse. Et c'est dans cette direction qu'on irait peut-être, mais tout de même pas vers la famine chez nous, mais peut-être dans d'autres pays. Merci, monsieur. Maintenant, le prix spécial, le prix Jean Dufresnoy, qui consiste en l'attribution d'une somme de 5 000 € et qui a été décerné à Mme Myriam Fournier pour ses travaux en biomécanique des arbres tempérés et tropicaux qui ont permis d'importants progrès pour la sylviculture et l'industrie du bois. Mme Myriam Fournier. Maintenant, j'appelle Madame Blanche pour décerner les prix de la Fondation Limagrath. Alors, 2 prix ont été décernés exceptionnellement cette année, chacun à la somme de 1 525 €. Alors, décerné à Monsieur Jean-Marc Audergon et à Madame Véronique Lefebvre. À Monsieur Jean-Marc Audergon pour l'acquisition de nouvelles connaissances sur l'abricotier, et à Mme Véronique Lefebvre pour ses travaux sur les résistances aux bioagresseurs. Alors maintenant, les médailles d'or. Alors médaille d'or attribuée à M. Dominique Arouez
pour la qualité exceptionnelle de ses recherches en cartographie et surveillance des sols de France, en France et à l'échelon mondial, Monsieur Dominique Arwez. J'en ai pour une minute. Très bien. Je voudrais d'abord remercier l'Académie d'agriculture d'avoir fait cet honneur, et tout spécialement la section 7, Environnement et Territoire, M. Alain Perrier, et puis mes rapporteurs, Marcel Champagne et Michel-Claude Girard. Je suis d'autant plus flatté que ce sont vraiment des précurseurs dans ce domaine-là. En fait, c'est eux qui m'ont appris ce métier-là. Je suis content d'avoir pu. Au-delà, j'ai une satisfaction personnelle, évidemment, mais surtout ce qui m'importe, c'est que les sols sont enfin reconnus quelque part. Et alors, ça a été dit tout à l'heure par monsieur le secrétaire général, 2015 sera l'année internationale des sols, et je vous invite à y participer. Et je vous invite également le 5 décembre prochain à un colloque qui aura lieu en salle Victor Hugo, en présence de nombreux parlementaires, et en votre présence, j'espère. On va discuter de l'importance des sols et de ce qu'il faut faire pour leur avenir. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, M. Philippe Descola, pour ses travaux menés en Amazonie sur les travaux ethnographiques qui ont renouvelé l'étude des modes de relation entre humains et non humains. Quelques récompenses que j'ai eu le privilège de recevoir au cours des années, celle-ci fait particulièrement plaisir, parce que j'ai commencé mes travaux par l'étude de systèmes agricoles, bien loin de la France, en Amazonie précisément, des techniques d'horticulture sur brûlis développées depuis 8000 ans, et dont on commence seulement à présent à mesurer la productivité et l'effet qu'elles ont eu sur l'accroissement de la biodiversité de la forêt équatoriale. Merci. Merci, monsieur. Maintenant, M. Dominique Butard, pour sa carrière exemplaire au sein de la coopération agricole. Bien, trois choses. D'abord des remerciements à cette docte assemblée de m'avoir honoré de cette médaille d'or. Deuxièmement, un peu d'émotion de la recevoir ici, car ça me fait penser à mon père qui a été président de Chambre d'agriculture pendant 3 mandats et qui siégeait dans cette maison, donc je pense à lui, il est là-haut maintenant. Et puis, troisième point, une conviction, c'est que la chimie du végétal et la chimie du renouvelable prendra d'autant plus de place dans la substitution aux produits fossiles que les modes de production agricoles sont efficaces et durables. Et en cela, je crois pouvoir dire que j'en ai été progressivement convaincu par Marion Guillot. Merci Marion. Merci. Maintenant, M. Francis Fleuret de Sarre est un entomologiste spécialiste de la production des denrées stockées contre les ravageurs et pour sa coordination infatigable de réseaux internationaux. Oui, je remercie d'abord les parrains de l'Académie qui ont bien voulu proposer ma candidature à cette distinction. Je remercierai aussi l'INRA pour la carrière que j'ai pu faire grâce à cette noble institution. J'ai commencé comme petit ingénieur sorti de Bordeaux Sciences Agro en 1973 et je termine, je peux dire, en beauté. Et comme dirait Delacroix, il faut savoir finir. Et donc, je pense que cette distinction de l'Académie m'honore sur une carrière qui m'a amené dans les 4 coins du monde pour promouvoir la protection des denrées stockées sans l'utilisation de pesticides, c'est-à-dire avec des méthodes de biocontrôle chères à notre ministre de l'Agriculture. Maintenant, M. François Gastral pour ses travaux sur l'agronomie des prairies et des cultures fourragères.
Écoutez, c'est un grand honneur qu'ont fait l'Académie d'agriculture de me décerner cette récompense. Je vous remercie très chaleureusement. C'est un honneur et puis c'est aussi un encouragement pour poursuivre mes recherches sur la prairie avec l'équipe Hydra, de Lusignan et d'autres équipes. Et puis j'en profite aussi pour remercier ceux qui m'ont formé à l'agroécologie, dont certains sont dans la salle, le professeur Bernard Saugier qui est ici, Gilles Lemaire qui n'a pas pu être ici, puis d'autres aussi à l'étranger. Donc merci. Monsieur Hubert Richard pour ses travaux sur la chimie des composés odorants. Hubert Richard. Ah, il est là. Je remercie les membres de l'Académie de l'honneur qu'ils m'ont fait de me, je veux dire, honorer de cette distinction. J'ai fait toute ma carrière à l'ENSIA sur les arômes. Pour moi, ça a été un bonheur complet, puisque c'est ce qui vous donne à tout à chacun, je veux dire, la joie de profiter au niveau de l'alimentation de tout ce qui fait la distinction sur les saveurs, les goûts, etc. à l'intérieur de notre société. Et c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc j'ai eu que du bonheur maintenant dans ma carrière. Et je suis un peu même surpris d'être encore honoré, mais je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. Alors, maintenant, Madame Martine Guibert, qui est une de nos meilleures spécialistes des agricultures du pays du Mercosur et des relations entre grandes cultures et complexes agro-industriels. Merci. Donc merci beaucoup à l'Académie et à son président. Effectivement, donc je mène à bien des travaux en géographie sur les agricultures entrepreneuriales latino-américaines et sur leur environnement aussi. Et je m'intéresse plus particulièrement à ce qui se passe en Argentine, à l'Uruguay, au Paraguay, mais aussi au Brésil, en Bolivie. Et je voudrais dédier ce prix au collègue géographe qui m'a formé, à savoir M. Romain Lignard, mais aussi à l'ingénieur agronome Rubén Devoto, qui est l'Argentin, qui m'a accompagné la première fois sur le terrain dans la Pampa argentine, il y a déjà une vingtaine d'années. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Alain Roch pour sa contribution remarquable à la lutte intégrée contre les insectes ravageurs et à l'écologie et à la génétique des populations d'insectes. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que je suis évidemment très honoré par cette distinction. En même temps, elle intervient à un moment particulier où la précarité explose dans l'ensemble de la recherche et où, si j'ai pu assurer ces travaux, c'est, je pense, aussi parce que, dès le départ, j'ai pu être recruté comme chercheur titulaire dans un institut public national avec une équipe forte de techniciens, eux aussi titulaires, et en ce sens, je les associe à cette médaille, et avec des crédits d'État qui nous permettaient de travailler en toute indépendance. Toute chose qui aujourd'hui pose malheureusement problème, et je pense que c'est une question sur laquelle l'Académie d'agriculture doit se pencher. Merci. Monsieur Hervé Santenac pour ses travaux sur les systèmes de transport des ions minéraux des plantes et les transporteurs membranaires végétaux. Monsieur Hervé Santenac. Évidemment, je suis ému, je suis très honoré par cette récompense. Et puis, simplement en perspective, il y a eu le sol, on a parlé d'agriculture durable, j'espère que les travaux sur les racines et les mécanismes de transport et de nutrition minérale de la plante dans le sol permettront d'avancer globalement dans cette direction d'une agriculture durable, associant le sol qui est une composante très importante
qui doit être prise en compte pour cet objectif. Voilà. Je vous remercie à tous. Monsieur André Valadier, éleveur de l'Aubrac et responsable professionnel et politique éminent au service de l'élevage et des produits d'origine géographique. Monsieur Alain Valadier. Je suis très sensible à cette attribution et je souhaite la partager à tous ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, parce que l'homme seul ne peut pas grand-chose, sur une trajectoire au service de mon territoire et de l'agriculture. Je crois pouvoir dire que je viens de l'Aubrac, qui est un petit territoire isolé dans la France profonde, mais un territoire qui résiste malgré la crise. Il en a connu d'autres. Et actuellement, il peut peut-être regarder l'avenir parce qu'à un moment donné, il a pu résister à des modes d'agriculture trop intensifs qui n'étaient pas faits pour lui. Et puis qu'il a aussi résisté à une tendance qui aurait pu le conduire à mettre en avant que la culture du handicap. Aujourd'hui, comme d'autres, nous sommes affrontés à la difficulté. En ce qui me concerne, j'ai déposé en quelque sorte mon pactage. Il faut tourner les pages tant qu'on peut les lire. Voilà. Et je veux aussi faire mention à mon rapporteur qui m'a sans doute conduit jusqu'ici, le CNRS, à travers la personne de M. Corneille-Geste et de Claude Béranger. Je reviens très loin en arrière, mais c'est par leur travail qu'on a compris que tout territoire avait sa vocation et qu'il fallait, en la modernisant bien sûr, respecter cette vocation. Merci. Maintenant, les médailles de vermeil à Monsieur Jean-Charles Bastien pour l'excellence de son engagement au service du progrès génétique des arbres forestiers. Monsieur Jean-Charles Merci beaucoup pour cette distinction, je suis évidemment très sensible. Je la dédie comme Alain à nos équipes techniques, nos équipes expérimentales. On en parle trop peu et qui m'ont accompagné dans ce travail de longue haleine qui est la création des arbres forestiers. Quand je suis arrivé à l'INRA, le défi c'était de rendre la France autosuffisante en graines. On l'a relevé. Le défi qui est devant nous, c'est de rendre la forêt tolérante à des changements climatiques, économiques, industriels, énergétiques. On s'y emploie parce que je crois que dynamiser la forêt et sa filière, c'est probablement le défi le plus immédiat de la gestion durable de la forêt française. Merci. Monsieur Olivier Delahaye pour ses travaux sur les réformes agraires en Amérique latine et sur les débats sur l'agriculture familiale. Monsieur Olivier Delahaye. Bon, je voudrais remercier l'Académie d'agriculture pour ces choses-là. Et puis dire que ces choses-là ne sont pas méritées seulement par moi, mais par l'équipe de la faculté d'agronomie de l'Université centrale du Venezuela, dans laquelle je travaille depuis de longues années. Merci. Monsieur Marc de Pestellet, pour l'essor qu'il a donné à son entreprise familiale avec son frère Vincent, et puis pour ses nouvelle utilisation des fibres de lin. Voilà. Je remercie l'agriculture, je remercie mes parrains. Cette distinction honore toute une famille, la famille de Pestel, mon frère ici présent.
Et nous avons beaucoup travaillé dans le lin. Donc la famille est dans le lin depuis 1850. Rassurez-vous, ce n'est pas nous qui avons commencé la culture du lin. Et le lin, c'est une belle fibre végétale que les femmes que l'on adore tous portent avec beaucoup d'aisance. Un grand confort. Et le défi pour nous aujourd'hui, pour cette fibre végétale, est de le rentrer dans des matériaux techniques innovants en tant que renfort dans les matériaux composites. Donc je pense que si on veut rester dans le domaine de la famille, on aura travaillé pour l'habillement, le linge de maison, mais nos enfants travailleront pour le domaine du technique. Et je pense que ça contribuera à avoir un environnement plus propre, parce que tous ces déchets que l'on a, issus des fibres de verre, des polymères issus de résine pétrole, eh bien tout ça, ça pollue énormément notre planète. Et j'espère que notre petite fibre végétale européenne, je le précise, eh bien j'espère qu'elle aura tout à fait sa place et son rayonnement dans le futur. Et pour bien vous en rendre compte, je rappelle que nous allons visiter les installations de M. de Pestel le 6 novembre. Donc vous avez reçu le programme et je vous invite à vous inscrire auprès du secrétariat. Monsieur Cyril Girardin pour ses travaux en biogéochimie sur les matières organiques des sols. Monsieur Cyril Girardin. Je tiens à remercier très sincèrement l'Académie pour cet honneur qui m'est fait. Remercier aussi mes rapporteurs, Daniel Tessier et Georges Pedro. Si je suis là aujourd'hui, c'est que la résultante d'une trajectoire, trajectoire que je dois à de nombreuses rencontres que j'ai pu faire, qui ont été de bonnes rencontres dans mon parcours. En cela, je tiens à remercier tous les collègues du Centre de pédologie biologique, puisque je suis à la base pédologue. Je tiens à remercier Georges Pedro, qui a été mon professeur et qui était directeur du DEA de pédologie. Plus récemment, je tiens à remercier Claire Chenu, qui était l'encadrant de mon doctorat. Et voilà, je peux vous dire qu'on vous a parlé des sols, puisque l'année prochaine, c'est l'année du sol, en 2015. C'est un milieu qui est vraiment très très motivant, sur lequel il est très motivant de travailler. Chaque matin, j'ai du plaisir à aller travailler sur les sols, parce que le champ des questions ouvertes est vraiment très très large. Il touche à la chimie, à la biologie, à la physique. Donc c'est un vrai plaisir de participer à cette acquisition de connaissances. Je remercie l'INRA qui permet encore qu'on puisse soutenir des recherches sur les sols et on voit le besoin qu'on a de le faire. Voilà, donc merci beaucoup pour ça. Madame Claire, Monsieur Michel Javois, pour son engagement et sa compétence en matière de connaissance du milieu horticole. Monsieur Michel Javois. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est Madame Daté qui le remplace, parce que M. Javois est malade. Oui, Michel Javois vous prie de bien vouloir l'excuser. Il espérait venir aujourd'hui, mais il est souffrant et il m'a écrit hier qu'il ne pouvait vraiment pas se déplacer. Donc il remercie l'Académie et il est très fier d'avoir reçu cette distinction. Madame Claire Rogel-Gaillard, pour ses travaux en matière de séquençage du génome du porc et sur le contrôle génétique et la réponse immunitaire du métagénome intestinal du porc. Madame Claire Rogel-Gaillard. Écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est un grand honneur. Je voudrais remercier Jeanne Claude, qui a œuvré presque comme un ange gardien pour ma présence à l'INRA. Ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai commencé ma carrière, on se demandait même s'il était possible un jour de séquencer le génome des animaux domestiques sur lesquels on travaille. Déjà, travailler sur le génome humain, ça paraissait une aventure fantastique. Donc maintenant, on en est à cette période où on va exploiter toutes ces informations pour pouvoir revenir sur des caractères d'intérêt. Donc moi je m'intéresse à la réponse immunitaire dans l'idée de pouvoir inscrire des caractères de santé en élevage. Et on se rend compte que maintenant, en fait, il y a un autre compartiment à explorer, qui est celui du microbiote intestinal et du microbiote des animaux, enfin du microbiote du tube digestif.
Donc on est en période exploratoire et puis il y a un grand défi qui est ouvert à nous sur l'exploitation combinée de toutes ces données. Voilà. Donc merci à vous pour la confiance apportée sur ces sujets. Monsieur Roland Sadès, pour ses brillants travaux sur la physiologie de la reproduction, premier clonage d'un récepteur d'hormones et sur la physiologie sensorielle olfactive. Monsieur Roland Sadès. Quelques mots rapides, mais comme tout le monde, merci à l'Académie, mais aussi merci à tous les collègues qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière, parce que je ne serais pas là aujourd'hui pour recevoir ce prix si on n'avait pas travaillé tous ensemble pendant des années. Alors j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il avait été très content de travailler sur les composants odorants des aliments. Et ben, moi, j'ai fini ma carrière en les sentant, si je puis dire, sur l'odorat, en menant des recherches de toute une équipe sur ce sujet. Voilà, merci encore. Jean-Philippe Siglet, directeur du service du patrimoine naturel du Muséum, pour le développement de ce service et son expertise à l'international sur la biodiversité. Je ne vais pas être original en remerciant évidemment avec beaucoup de sincérité l'Académie d'agriculture qui me fait cet honneur. Je voudrais également remercier mon rapporteur Denis Couvet, qui est le directeur du département écologie et gestion de la biodiversité au Muséum. Dire que dans les propos du secrétaire perpétuel, quand il a présenté les travaux passés et futurs de l'Académie, j'ai reconnu également beaucoup de thèmes sur lesquels le service que j'ai l'honneur de diriger intervient. Évidemment, associer l'équipe du service du patrimoine naturel sans lequel je ne serais pas là. Et puis dire que je crois très sincèrement, en ayant entendu l'intervention du président de la PCA et un certain nombre d'autres intervenants, qu'un des problèmes qui se posent aujourd'hui à l'agriculture pourrait être résolu en partie en réconciliant l'écologie avec le monde rural et l'agriculture. Voilà, je vous remercie. Monsieur Jean Bercheron, pour sa contribution en tant qu'économiste et historien à l'histoire du syndicalisme et des organisations professionnelles agricoles et pour la production d'ouvrages sur le marché du travail, un marché pas comme les autres. Monsieur Jean Bercheron. Écoutez, je remercie l'Académie d'agriculture, bien entendu, dont je connais un certain nombre de personnes pour lesquelles j'ai la plus grande des estimes. Et en particulier des personnes qui ont eu des responsabilités à l'Académie d'agriculture dans le passé et puis présentement. Je pense à Jean-Claude Clavel, dont j'ai beaucoup apprécié le témoignage écrit et oral de sa vie professionnelle dans la profession agricole. Puis Jean-Marc Boussard. Voilà, je remercie aussi l'INRA qui m'a recruté à une période où je n'avais pas fait et qui m'a fait confiance. Monsieur Daniel Vezon, pour sa carrière qu'il a menée de l'expérimentation au champ à la biologie cellulaire et son investissement auprès des chercheurs et des progrès qu'il a apporté à la connaissance et la recombinaison de la méiose chez les plantes. Monsieur Daniel Vezon. Écoutez, c'est avec fierté et beaucoup de plaisir que je reçois cette distinction et je remercie les membres de cette académie de m'avoir fait lauréat de cette médaille. Je pense affectueusement à tous ceux que je ne peux citer ici ce soir en quelques secondes et que j'ai côtoyés, qui m'ont beaucoup apporté tout au long de ma vie professionnelle. Je suis entré à l'INRA en 1968 en expérimentation au champ. Au début des années 90, j'ai effectué une reconversion en génétique et cytogénétique. J'ai en effet été impliqué dans le démarrage de nouvelles thématiques, l'étude de la méiose et de la recombinaison chez Arabidopsis thaliana. Donc, ces travaux que j'ai menés depuis me permettent aujourd'hui d'être parmi vous et je remercie particulièrement ma hiérarchie qui m'a permis cette évolution de carrière. Donc voilà, merci beaucoup. Maintenant, les médailles d'argent.
Donc j'appelle Madame Yulia Altukova pour sa contribution en comparaison de la France et de la Russie sur l'intégration des critères de développement rural dans les comptabilités agricoles. Monsieur Romain Bouteille pour sa contribution à l'étude de la sensation de fraîcheur des gels laitiers de type yaourt. Romain Bouteille. Madame Cécile Dardel pour la qualité exceptionnelle de sa thèse portant sur entre désertification et reverdissement du Sahel, qu'elle a fait in situ, lequel le Sahel est depuis 30 ans en phase de reverdissement. Madame Cécile Dardel. Madame Solène Despax-Machefel pour ses travaux qui ont proposé une méthodologie sur la synthèse du méthylfurfural à partir de la biomasse. Nicolas Fanin pour sa thèse sur les populations microbiennes aux contraintes nutritives des sols et des litières en milieu forestier tropical. Zachary Gaudin pour son étude sur l'implication de l'azote, du soufre et de l'orobranche sur les productions de colza et pour ses critères de sélection des variétés de colza. Zachary Gaudin. Louisa Loulou, Madame Louisa Loulou, pour sa contribution à la durabilité de l'assemblage mixte bois-béton. Niccolò Mignemi pour sa thèse sur les coopératives agricoles en Sicile et en France. Julie Thomas pour son travail original sur le rôle des bactéries primo-pollinatrices vis-à-vis du développement des fonctions intestinales. Maintenant, je passe la parole au représentant de la Fondation Xavier Bernard. Mesdames, Messieurs, merci de donner la parole à la Fondation Xavier Bernard, qui pour une fois par an permet de sortir de notre champ géographique habituel qui est le Poitou-Charentes, puisque par la volonté de notre mécène, nous attribuons des prix en récompense de mémoire de fin d'études d'organismes. Mais en préambule, nous finançons également le prix scientifique qui nous est agréable d'attribuer cette année à M. Michel Duru, directeur de recherche à l'INRA de Toulouse, pour l'ensemble de ses travaux de recherche sur la conduite et l'écologie des prairies et la vulgarisation de leurs résultats auprès des groupes d'éleveurs. Plaisir. Merci à tous. Alors maintenant, nous passons au prix des mémoires de fin d'études. Je remarquerai simplement la même remarque que l'an dernier, c'est que nous, la parité est largement dépassée, puisque sur 13 primés, nous avons 11 dames. Nous avons deux types de prix. Prix de 1 000 € à Hélène Bols, élève de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, pour son mémoire intitulé « Jardiner la France, botanique, progrès agricole et espoir révolutionnaire autour d'André Toin ». Prix de 1 000 € à Natacha Duvernois, élève de Montpellier Supago Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques pour son mémoire
vers l'intégration sociale des démarches de restauration écologique et d'évaluation environnementale. Analyse entre relations entre société et environnement. Et 1 000 € à Amandine Fauneau, élève de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, pour son mémoire « Stratégie d'adaptation des exploitations environnaises, analyse des mécanismes de prise de décision et des trajectoires d'exploitation ». Prix de 1 000 € à Charlotte Rabalan, élève de l'École nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation nord-atlantique, pour son mémoire, étude de la séroprévalence individuelle vis-à-vis de l'infection par le virus Schmallenberg chez les ruminants dans le département de Meurthe-et-Moselle et de la Manche. Prix de 1 000 € à Morgane Rose, élève d'Agrocampus Ouest d'Angers, pour son mémoire, recherche et validation des résistances génétiques au dépérissement bactérien causé par Pseudomonas syringae chez l'abricotier. Prix de 1 000 € également à Anna Rouméas, élève d'AgroSup Dijon, pour son mémoire intitulé « Étude de la courbe de lactation des vaches de race Montbéliard de Franche-Comté ». Prix de 700 € à Jean Culier, élève d'AgroParisTech Nancy, pour son mémoire « Quelles démarches et stratégies adopter sur un territoire pour intéresser les propriétaires privés à la gestion forestière ?» Prix de 700 € également à Élodie Fayel, élève de l'école d'ingénieurs de Purpan, pour son mémoire « Agriculture et changement climatique, enquête sur la perception du changement climatique par les agriculteurs du massif des Pyrénées ». Prix de 700 € à Romain Houbron, élève de l'École nationale de génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, pour le mémoire « Optimisation d'un modèle visant à déterminer le coefficient de traînée d'un manchot et la perturbation du halogueur placé sur celui-ci ». Prix de 700 € à Laura Jarry, élève de Montpellier Supagro Institut des régions chaudes, pour son mémoire intitulé « Le maïs, entre stratégie paysanne conservatoire des crioloses et stratégie adaptative et adaptative des hybrides ». Prix de 700 € à Anne Galen Laterrière, élève de l'Institut Polytechnique La Salle-Beauvais, pour son mémoire « Effet des pratiques de gestion de l'enherbement sur la composition des communautés végétales non productives pour la lutte biologique, la conservation des habitats en verger d'agrumes à La Réunion ». Prix de 700 € à Morgane Nobissonnet, élève d'Agrocampus Ouest Angers, pour son mémoire « Intégrer les principes agroécologiques dans la conception d'un parc urbain pour une approche écosystémique de la nature en ville ». Et enfin, prix de 700 € à Perrine Pubertier, élève de VET AgroSup de Clermont, pour son mémoire intitulé « Étude agroécologique des prairies du site de Foucault, propriété du parc naturel de la Brenne, à l'interface d'agronomie, pédologie et phytosociologie ». Voilà, nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore à la Fondation Xavier Bernard, qui, grâce à qui nous pouvons honorer et aider un grand nombre de jeunes, de jeunes étudiants, et c'est quelque chose de très utile. Bien, maintenant, je vais te donner la parole pour
un exposé peut-être un peu plus technique ou scientifique, je ne sais pas, sur le rôle de l'agriculture dans le rôle de l'agriculture dans l'économie. Alors si on peut faire avancer les transparents, voilà. Oui, alors la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été présenté à quelqu'un d'une personnalité du monde économico-médiatique qui m'a dit, on m'a présenté comme le président de l'Académie d'agriculture et la personne en question m'a dit, mais félicitations monsieur, vous avez une influence bien supérieure à votre poids dans l'économie. Alors, je veux dire que j'ai été un peu interloqué par le compliment, surtout que c'était un vrai compliment, c'était de la part de quelqu'un qui faisait du lobbying à titre professionnel, c'était bon, ben vous êtes vraiment de très bons lobbyistes parce que vous arrivez à extorquer à vos concitoyens bien plus que vous le méritez, et ça c'est du bon travail de lobbyiste. Hein. Et alors, naturellement, je n'avais jamais songé à être un lobbyiste. Je ne pense pas que l'Académie d'agriculture puisse se prévaloir de faire du lobbyisme. Mais comme c'est visiblement quelque chose qui, comment dirais-je, préoccupe les gens, et puis ça les intéresse, ça leur pose des questions, alors je me suis dit que quand même, il fallait peut-être un peu remettre les pendules à l'heure et parler un peu sérieusement du rôle de l'agriculture dans l'économie. Alors, d'autant plus que cette idée que les agriculteurs en général, le lobby agricole en général, a réussi à extorquer de l'argent à ses concitoyens, c'est quelque chose qui a été lancé dans les années 70, hein, c'est vieux. C'était en réaction contre les politiques agricoles qui avaient été menées dans tous les pays à partir des années 30. À partir des années 30, dans tous les pays, à l'initiative du président Roosevelt des États-Unis, on a en fait déconnecté l'agriculture du marché parce que dans presque tous les pays, on avait des prix garantis. Et contre ces prix garantis, il y a eu un mouvement disant, voilà, les lobbies agricoles arrivent à avoir des bénéfices extravagants, et donc il faut absolument mettre un terme à ça, il faut remettre les pendules à l'heure et mettre tout le monde au régime du marché. Alors, c'est un peu contre ça que je veux réagir et mettre un peu, montrer aussi que ce raisonnement a abouti à des résultats qui consistaient à libéraliser toute l'agriculture, et vous savez que depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est la mode dans le monde entier de libéraliser l'agriculture, ce qui, à mon avis, procède d'une vision économique assez étroite et qui ne correspond pas forcément à la réalité. Donc, je voulais insister sur qu'est-ce que ça signifie, la place de l'agriculture dans l'économie, aussi bien d'ailleurs en France que dans les pays en voie de développement. Alors, en France, justement, l'agriculture, visiblement, ça diminue dans le PIB. Vous avez là l'évolution récente de la place de l'agriculture dans le PIB. Vous voyez qu'on est passé de quelque chose de l'ordre de 25% à quelque chose de l'ordre de 10%. Et puis, ça représente que la dernière queue de l'évolution en question, parce qu'au Moyen-Âge, c'était 90 ou 95%. Hein. Donc, on voit bien que la place de l'agriculture diminue. Cela dit, est-ce qu'il faut considérer que l'utilité de l'agriculture, c'est sa place dans le PIB? Non, évidemment, parce que on sait bien ça. Il y a bien longtemps qu'un économiste comme Alfred Marshall avait remarqué que le diamant, ça coûtait très cher et ça servait à rien, tandis que l'eau, ça coûtait presque rien et on ne pouvait pas s'en passer. Hein. Donc, c'est un peu la même chose pour l'agriculture. C'est en fait plutôt bien que l'agriculture ne coûte plus rien. C'est un avantage pour tout le monde. Et d'autre part, cette place de l'agriculture dans l'économie nationale, elle est faible en France, mais regardez ce qui se passe dans les pays
en voie de développement, ça peut très bien aboutir à quelque chose de l'ordre de 60 ou 70%. Et donc, et alors en plus, là, vous voyez sur ce diagramme l'admirable correspondance entre une hyperbole et puis cette répartition de la place de l'agriculture par rapport au revenu national par tête. Eh ben, on voit bien que c'est dans les pays pauvres que l'agriculture joue un grand rôle. Hein. Et on voit bien que au Moyen-Âge, on était très pauvre et l'agriculture jouait un rôle majeur, et maintenant nous sommes riches et l'agriculture joue un rôle beaucoup moins grand dans le PIB. La suite. Et alors, ceci se conjugue avec l'étude dans le long terme des prix agricoles. Et vous savez, il y a des historiens qui passent leur temps à gratter les comptes des paroisses ou des abbayes du Moyen-Âge. Et en particulier, M. Fourastier avait fait une étude à très long terme du prix des prix agricoles en mesurant le prix agricole en heures de travail de base, hein, en gros le SMIC. Dans la mesure où ça existait au XVIIe siècle. Et alors, on voit bien que les prix agricoles, depuis le XVIIe siècle, ils ont dégringolé d'une façon absolument prodigieuse. Hein. On avait gardé les prix, si on avait maintenant les prix agricoles du XVIIe siècle, ce serait entre 10 et 100 fois les prix actuels. Et alors, si vous payez votre alimentation entre 10 et 100 fois le prix actuel, eh ben, il vous resterait beaucoup d'argent pour aller au cinéma. Hein. Et donc, ça veut dire que cette dégringolade des prix agricoles, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Alors, on pourrait en conclure, si on reprend le raisonnement de la personne dont je parlais au début, eh bien, on pourrait en conclure que les agriculteurs pauvres sont de bien meilleurs lobbyistes que les agriculteurs riches, puisqu'ils arrivent à avoir des prix beaucoup plus considérables et occuper une place beaucoup plus considérable dans l'économie nationale. Et naturellement, c'est absurde. Hein. Les agriculteurs pauvres du XVIIe siècle, ils étaient vraiment misérables. Vous avez là, en jaune, là, un passage de La Bruyère qui ne peut pas passer pour un révolutionnaire et qui décrit la situation des agriculteurs de son époque comme quelque chose d'épouvantable. Hein. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le fait que pardon, non, avant. Le fait que les consommateurs dépensent moins d'argent pour l'alimentation que pour autre chose, ça vient simplement de ce que les consommateurs sont plus riches. Quand vous êtes riche, vous attachez moins d'importance, vous dépensez naturellement moins d'argent dans votre alimentation et plus dans du diamant, par exemple. Mais ça, c'est une loi psychologique qui existe depuis très longtemps et ça explique très bien la baisse de l'agriculture, de l'alimentation dans le revenu national. Mais il y a quelque chose, quelque chose de plus parce que faut aller plus loin. Alors, la suite, voilà. Alors, une des raisons majeures, c'est évidemment l'augmentation de la productivité des agriculteurs. Alors, il faut bien se rendre compte qu'un agriculteur qui travaille avec ses mains, comme un paysan africain, quand il a plus d'un hectare, il ne peut pas le cultiver. Donc, c'est pas la peine d'avoir plus d'un hectare. Si vous avez, alors là, vous avez toute la gradation, c'est un travail, c'est un diagramme d'ailleurs qui n'est pas de moi, qui est de Marcel Masvoyer. Et puis, si vous avez un tracteur de 320 chevaux, et puis tout le reste avec, hein, la moissonneuse batteuse et tout le bazar, et les engrais et les pesticides et tout ce que vous voulez, 200 hectares, c'est très facile à faire, on peut très bien arriver à 500 hectares, c'est sans problème. Hein. Donc, et alors, une telle évolution de la productivité,
ça peut enrichir un peu les agriculteurs, c'est sûr. Les agriculteurs actuels sont quand même moins pauvres que ceux du XVIIe siècle, mais ça enrichit tout le monde aussi, parce que, n'est-ce pas, on est ici, là, dans un quartier de Paris qui date du préfet Haussmann, et où il y avait de superbes immeubles en pierre de taille. Ces immeubles en pierre de taille, ils ont été bâtis par des gens qui venaient de l'agriculture. On n'en avait plus besoin dans l'agriculture, d'ailleurs ils n'arrivaient plus à vivre correctement dans l'agriculture, c'est pour ça qu'ils sont venus à Paris, mais l'agriculture de l'époque a réussi à leur donner à manger assez pour qu'ils puissent bâtir des immeubles en pierre de taille, et grâce à quoi on est très heureux ici, maintenant, d'être dans cet immeuble, et les gens qui peuvent se les payer sont très contents d'être dans des immeubles haussmanniens dans Paris. Donc, ça veut dire que le transfert de ressources grâce au progrès agricole vers d'autres activités, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour tout le monde. Alors, d'où vient cet accroissement de productivité? Alors, bien sûr, ça vient de la recherche, et nous savons tous très bien que s'il n'y avait pas la recherche, ce ne serait pas possible d'avoir cet accroissement de productivité. Hein. S'il n'y avait pas eu la Boissier, s'il n'y avait pas eu Boussingault ou des gens comme ça, eh bien, on aurait peut-être de la peine à vivre dans des immeubles en pierre de taille. En revanche, la recherche, c'est une condition qui est certainement nécessaire pour obtenir l'évolution agricole, mais c'est quelque chose qui n'est certainement pas suffisant. Parce que, en plus du savoir, en plus d'élaborer des techniques de combat, il y a un autre aspect, c'est qu'il faut absolument que les agriculteurs arrivent à obtenir les biens capitaux qui sont nécessaires pour produire ces choses. Quand vous mettez... C'est bien joli de dire qu'il faut mettre de l'engrais sur le blé, mais pour mettre de l'engrais sur le blé, il faut quand même que vous ayez de quoi vous payer l'engrais. Eh bien, c'est justement ce que n'a pas le paysan africain, par exemple, qui n'a absolument pas les moyens. Il sait très bien, contrairement à ce qu'on dit, les paysans africains, ils ne sont pas si bêtes que ça, ils savent parfaitement qu'il y a intérêt à mettre des engrais, mais en général, ils n'ont pas le premier sou pour en acheter. Et donc, ça fait que le paysan africain garde des techniques extrêmement primitives et dépasse à peine 5 ou 6 quintaux par hectare. Donc, et alors, cette formation du capital qui est nécessaire pour arriver à fabriquer de l'agriculture moderne, eh bien, c'est quelque chose qui, normalement, théoriquement, ça devrait être fourni par le marché. Et parce que, en principe, et d'ailleurs on peut assez facilement le vérifier avec des calculs élémentaires, la productivité du capital chez les agriculteurs pauvres est quelque chose de fabuleux. En Afrique, la productivité d'une bicyclette, ça relève du 100%, c'est de l'ordre de 100%. Une rentabilité de 100%, tous les banquiers du monde devraient saliver et devraient se précipiter pour essayer de convaincre les agriculteurs de leur donner, de leur permettre d'avoir une pareille rentabilité. Or, ils ne le font pas, pourquoi? Ils ne le font pas largement parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'un agriculteur pauvre les remboursera. Et ce problème du risque, ce problème de l'incertitude qui est devant les agriculteurs, c'est un problème majeur, et ça joue pour les agriculteurs africains, mais ça joue même aussi pour les agriculteurs français. Et je vous garantis, tout à l'heure, monsieur Leroy-Ladurie disait le réchauffement climatique explique la baisse des rendements du blé. C'est très possible, je ne dis pas que ce soit impossible, mais je pense qu'il y a une autre explication à la baisse des rendements qu'on observe en ce moment, c'est justement l'accroissement de l'incertitude due à la volatilité des prix, due à la libéralisation, et je pense que c'est une explication qui tient autant la route que l'explication par le réchauffement climatique. Donc, il faut absolument se tenir compte de ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le rôle de l'État
ça devrait être justement de corriger ces erreurs du marché. Alors, ces erreurs du marché, ça vient très largement des spécificités de l'agriculture qui font que les prix alimentaires, les prix agricoles réagissent à la moindre variation de quantité, ils surréagissent d'une façon considérable à cause précisément du fait que l'agriculture, que l'alimentation, c'est un bien essentiel. Donc, si les prix agricoles augmentent, eh bien, vous vous priverez de toutes sortes de choses sauf de manger. Donc, ça veut dire que ça signifie que les prix vont monter à des niveaux incroyables en cas de pénurie. Et puis, de la même façon, quand les prix dégringolent, eh ben, c'est pas parce que vous payez votre cacao 2 fois moins cher que vous mangerez plus de cacao, parce que naturellement vous mangez du cacao autant que vous pouvez, et puis pas plus. Hein. Donc, ça veut dire que les prix agricoles surréagissent et transmettent des informations aux producteurs, transmettent des informations qui sont souvent, sinon complètement erronées, du moins en réalité sans véritable signification, en tout cas sans signification pour le producteur. Et donc ça, c'est un vrai problème de politique agricole, et c'est à la puissance publique de remédier à ces défauts naturels des marchés. Alors, il y a d'autres niveaux, il y a d'autres choses que les marchés font mal. Alors bien sûr, c'est traiter de l'environnement, parce que malheureusement, il n'y a pas moyen de faire payer un beau paysage. Donc le producteur d'un beau paysage, il n'a aucune information par le marché que ce qu'il fait donne un beau paysage. Donc c'est tout à fait naturel que, logiquement, s'il trouve que c'est son intérêt, il détruit le beau paysage, c'est normal. Hein. Et puis alors, il y a également une chose qui est beaucoup plus inquiétante, et qui est encore beaucoup plus inquiétante, auquel alors très peu d'économistes réfléchissent, et ça c'est un véritable drame à propos des pays, en particulier à propos des pays sous-développés et à propos de l'agriculture mondiale, cette fois-ci, pas seulement de l'agriculture métropolitaine. Quand on réfléchit sur l'agriculture mondiale, eh bien, on se dit qu'il faudrait donc ce processus par lequel le monde agricole s'insère dans le circuit économique général grâce à l'investissement, il faudrait que ce processus se développe. Et là aussi, alors là, même dans les modèles qui sont les plus libéraux, les modèles les plus libéraux, le célèbre modèle de l'équilibre général, qui est la justification de base du libéralisme, même dans ce modèle, on montre bien que c'est tout à fait possible, dans la version dynamique de ce modèle, on montre bien que c'est tout à fait possible d'avoir une situation dans laquelle il y a un écart de croissance qui se fait très, très régulièrement entre les riches et les pauvres, de sorte que comment dirais-je, le poids des riches dans l'économie augmente constamment, et les inégalités augmentent constamment. Et ça, alors, je ne vais pas détailler sur les fluctuations de prix, je n'ai pas le temps. On passe au suivant, voilà, c'est ça. Encore au suivant, voilà. Voilà un micro exemple de micro-marché mondial, avec seulement 2 produits, un produit pour les pauvres et un produit pour les riches. Et alors, on voit bien que si, pour fabriquer le produit, si on a besoin du produit numéro 2 pour fabriquer le produit numéro 1, et du produit numéro 1 pour fabriquer le numéro 2, alors ils vont en général croître exactement de la même façon, et donc à la limite, tout le monde sera semblable, et effectivement, d'une certaine façon, c'est ce qu'on voit. Maintenant, on n'arrive plus à distinguer le mode de consommation de la japonaise du mode de consommation de l'américain. Pourquoi? Parce que finalement, les Japonais et les Américains, c'est des êtres humains, ils ont les mêmes, à la fois les mêmes revenus et les mêmes désirs, et donc on aboutit aux mêmes techniques partout dans le monde. Ça attriste les touristes.
mais c'est quand même quelque chose qui est souhaitable. En revanche, si vous n'avez pas besoin, si les riches n'ont pas besoin des pauvres, autrement dit, si on peut fabriquer ce dont ont besoin les riches sans utiliser ce que produisent les pauvres, et ce dont les pauvres ont besoin, eh bien, à ce moment-là, l'écart, voyez-vous, c'est le cas de la courbe de droite, là, l'écart s'accroît et ça devient très vite dramatique. Et ça devient d'autant plus dramatique que, bon, ben, quand même, finalement, on ne peut pas faire coexister sur une même planète des gens très très riches et des gens très très pauvres. Un jour ou l'autre, les pauvres, ils découvrent que c'est possible d'avoir des kalachnikovs, et à ce moment-là, il peut arriver n'importe quoi. Et donc, cette situation est réellement tout à fait tragique. Et c'est absolument important que l'Académie, que tous les gens, que tout le monde s'en occupe, et même que l'Académie, quelque chose comme l'Académie d'agriculture de France, s'intéresse à ce qui se passe aussi dans les endroits les plus pauvres de la planète. Voilà, la suite. Alors, bon ben voilà, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire, donc la suite encore, j'en arrive à la conclusion. Donc, en fait, le progrès agricole, c'est une condition sine qua non à l'enrichissement général, parce que ça libère des ressources et qu'il faut utiliser ces ressources. Ce qui est tragique, c'est qu'on ne sait pas utiliser ces ressources. J'ai entendu, quand on a parlé d'agriculture familiale, j'ai entendu dire il faut fixer les agriculteurs pauvres à la terre parce qu'on n'arrivera jamais à leur trouver des jobs ailleurs que dans l'agriculture. Ça, moi je trouve, c'est un raisonnement qui me hérisse, c'est bête à pleurer. Si on a des agriculteurs, si on n'a plus besoin de gens dans l'agriculture, eh bien, employons-les ailleurs. Il y a quand même des besoins, ailleurs. Il y a besoin de gardes-malades, il y a besoin de gardes pour les vieilles personnes, il y a besoin d'ouvreuses de cinéma, il y a besoin de poissonneurs dans le métro, parce que quand on a un problème avec le métro, on ne peut plus s'adresser à un poissonneur, etc., etc., etc. Employons ces gens de façon utile, plutôt que de pleurnicher sur le fait qu'ils sont chômeurs. Hein. Alors, bien sûr, ça c'est un problème d'économie générale, c'est pas un problème d'agriculture, mais c'est bête à pleurer de penser qu'on n'est pas capable de faire ça. Et alors, certainement, également pour corriger ces choses, eh ben, il faut évidemment des politiques, à la fois agricoles et des politiques économiques générales, et c'est pas très bien dans le cœur du libéralisme ambiant en ce moment, mais je pense quand même que c'est peut-être à nous les académies d'alerter sur des choses aussi graves. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cet exposé. Donc voilà, donc merci de m'avoir supporté. Et maintenant, comme on avait bien prévu de terminer à 5 heures, je vous invite à prendre un